Bon, bismillah. Donc aujourd'hui pour la 8e semaine. Oui. Pour la 8e semaine, nous sommes réunis pour faire en sociologie de l'éducation, la sociologie des politiques éducatives, acteurs des réformes en Algérie. Bien sûr, tout ça par rapport à la langue française, français langue étrangère. Donc l'objectif du cours, c'est de comprendre la dimension politique et sociale des réformes éducatives, parce qu'il y a eu plein de réformes depuis 1962. Nous allons identifier les acteurs clés de cette réforme, c'est-à-dire pourquoi, qui sont les acteurs qui influent sur la production des réformes, sur l'arrivée des réformes, sur le contenu des réformes. Nous allons analyser les grandes réformes en Algérie, bien sûr l'Algérie indépendante depuis 1962, et enfin de ce cours, nous allons faire une petite activité TD, s'il vous plaît, une petite activité TD, qui sera une petite réflexion, sur les enjeux de l'enseignement du français en Algérie, c'est-à-dire à vous de vous exprimer selon le contenu du cours, selon ce que vous allez apprendre dans ce cours. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une politique éducative? C'est quoi une politique éducative? Selon Van Zanten, c'est l'ensemble des actions publiques visant à réguler le système éducatif, c'est-à-dire les finalités, les contenus, l'organisation, le financement. C'est les caractéristiques d'une politique éducative, ce sont les conflits de valeurs. Les conflits de valeurs. Nous avons dit tout en première séance, en premier cours, que le but de l'école républicaine est de dispenser un enseignement sur le pas d'égalité. C'est-à-dire tout le monde doit, dans l'école républicaine, tout le peuple doit avoir le même enseignement. Cependant, l'égalité ne rime pas avec l'excellence. C'est-à-dire, tout le monde ne va pas exceller par rapport à cet enseignement, par rapport aux résultats de cet enseignement. Tout le monde ne va pas exceller. C'est-à-dire, nous n'allons pas avoir une école d'élite. C'est une école républicaine. Les meilleurs ne vont pas avoir leur école à eux. C'est une école républicaine. Donc il n'y a pas d'école d'élite dans le contexte, dans le cadre de l'école républicaine. Donc il y a un conflit de valeurs. Cependant, on aimerait bien avoir l'excellence. Alors que la réforme, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas pour une élite. Donc vous allez faire une réforme dans le cadre de l'école républicaine, dans le cadre d'une école qui traite avec l'égalité, mais qui vise l'excellence. Ça, c'est un conflit de valeurs. Vous avez l'uniformité versus la diversité. Vous allez uniformiser les programmes. Il n'y aura pas un programme pour telle tranche sociale, un programme pour telle tranche sociale. Par exemple, le programme pour la tranche ouvrière, le programme pour la tranche bourgeoise, le programme pour la tranche intellectuelle. Non, la réforme, elle est uniforme. Elle touche tout le monde. Cependant, elle traite avec la diversité. Vous n'avez pas un public homogène. Vous n'avez pas une école qui traite avec un public homogène, parce que c'est une école républicaine. Même l'hétérogénéité. Il y a une hétérogénéité dans le peuple. Donc, deuxième caractéristique, alaykoum salam wa rahmatullah. Deuxième caractéristique, vous avez la multiplicité des acteurs aux logiques différentes. Vous avez beaucoup d'acteurs aux logiques différentes. Les acteurs, c'est-à-dire ce sont les agents qui influent sur la production de la réforme. Vous avez dans un peuple, dans une Algérie indépendante, vous avez différents acteurs idéologiques. Vous avez les réformistes, vous avez
le courant de l'arabisation, vous avez le courant des mondialistes, vous avez plein d'idéologies. Donc, toutes ces idéologies, à travers les acteurs, à travers les syndicats, à travers le ministère, à travers la direction de l'inspection, à travers le corps enseignant, vous avez, à travers l'université, vous avez différents acteurs qui ont différentes idéologies. Donc, tout le monde va essayer de mettre son, entre guillemets, son grain de sel dans cette réforme. Et ça ne va pas être vraiment un facteur de, on va dire, de facilité de la production de la réforme. Si tout le monde essaie de mettre des éléments hétérogènes dans une réforme qui vise à être uniforme, ça ne va pas vraiment faciliter la production de la réforme. Vous avez l'inscription dans un contexte historique et social. L'Algérie est passée par différents contextes sociaux. Il y a plusieurs contextes sociaux qui ont influencé l'Algérie indépendante. Vous avez le début des années 60, à la fin des années 70, vous avez l'arrivée des années 80, les années 90, 2000, les années 2000 avec la mondialisation. Donc, début des années 60 les années 70, les mouvements de l'anticolonialisme, les mouvements indépendantistes, vous avez la radicalisation du mouvement de l'arabisation, vous avez jusqu'à la fin des années 70, vous avez le début des années 80, le début de la chute du camp communiste. La fin des années 90, vous avez la chute du camp communiste, l'URSS, l'ex-URSS. Donc tout ça, ce sont des éléments politiques, historiques et sociaux qui ont influencé la politique, parce que l'Algérie doit s'ouvrir sur le monde. L'Algérie ne traite pas seulement donc la production d'un individu. Nous l'avons dit durant la première séance, le but de l'enseignement, c'est de produire un citoyen, un bon citoyen. Et un bon citoyen en bonne et due forme, c'est un citoyen qui va traiter avec les défis de l'État. Et les défis de l'État changent avec le défi du contexte historique et social. D'accord? Donc, à chaque fois que le contexte historique et social change, l'enseignement, les réformes d'enseignement changent. Nous allons les voir. Nous allons voir en détail. Maintenant, nous allons voir qui sont les acteurs réels de la réforme. Qui va pousser à faire, qui dans un État va pousser à faire une réforme. Vous avez en premier lieu qui est en premier lieu l'acteur principal de la réforme. Le ministère, c'est l'État. L'État, c'est lui qui pousse à la réforme. L'État va voir ses besoins, va voir les besoins de l'enseignement et va choisir de faire une réforme. Et l'État, quand l'État est représenté dans ce cadre-là, dans ce cadre d'éducation, est représenté par qui? Par le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez aussi l'inspection générale. Ministère de l'Éducation et l'inspection générale. À côté du ministère de l'Éducation, vous avez, on va dire, un partenaire social. Qui, à côté de l'État? Il y a un partenaire social qui s'appelle... Qui va pousser à faire une réforme? Les syndicats. Les syndicats, d'accord? Vous avez les syndicats. Donc, les syndicats, c'est en quelque sorte le mouvement contre la volonté de l'État. S'il vous plaît, restez avec nous. D'accord?
Les syndicats, c'est le mouvement qui va contre la volonté de l'État d'une façon, on va dire absolue, d'une façon générale. D'accord? C'est pas toujours contre la volonté de l'État, mais les syndicats ont des desseins à défendre. Desseins à défendre, et ce n'est pas souvent en parallèle avec la volonté de l'État. Par exemple, citez-moi quelques syndicats ici en Algérie qui exercent ici en Algérie. Le syndicat par excellence. Qui c'est moi? Vous allez souvent entendre des syndicats, vous allez enseigner au lycée, au CEM, au primaire, vous allez enseigner, vous allez exercer, vous allez forcément entendre parler de syndicats. L'UJTA. L'UJTA. Jamais entendu parler? اتحاد العام للعمال الجزائريين. Jamais سمعتوا به؟ C'est l'UJTA. À l'enseignement, nous avons un syndicat très très connu. طلب الأحرار ما نسيت سكنا في بالي قالت لي l'OPJ. سكين تاع طلب الأحرار Non, l'UGEL, ce n'est pas un syndicat de l'enseignement, ce n'est pas un syndicat du tout. C'est un travail syndical. Il fait un travail syndical, mais ce n'est pas un syndicat. C'est une organisation estudiantine. L'UGEL. Elle fait un travail syndical, mais ce n'est pas un syndicat au sens propre du mot. Knapset, Snapest, pardon. Knapest. Jamais entendu parler? Malish, c'est pas grave. Donc, vous avez aussi les acteurs, parmi les acteurs, vous avez les experts nationaux. Ceux qui font les manuels, les commissions de manuels et de programmes. Vous avez les experts nationaux. Vous avez aussi qui, normalement, en premier lieu, normalement, l'université, qui est complètement écartée de ce jeu. C'est l'université. L'université devrait être le premier acteur dans ce contexte-là, parce que c'est l'université qui fait des études. L'université, par ses organismes, par ses laboratoires, ses centres de recherche. Vous avez par exemple le CRASC ici à Oran. Donc, vous avez l'INALCO, les laboratoires de didactique. Tout ça, ce sont des organismes universitaires qui devraient être au devant de la scène pour les réformes éducatives. Donc, la sociologie de l'action publique. L'action publique. Selon Agnès Van Zanten, les politiques ne sont pas seulement descendants, c'est-à-dire ils ne vont pas vers le top-down. Importance. Entrez, les retardataires qui font du bruit. Entrez. Allez. Donc, normalement, la sociologie de l'action publique ne devrait pas être en top-down, c'est-à-dire de l'État vers l'école, mais de l'école vers l'État, parce que l'école a des besoins. Mais généralement, les réformes se font en top-down, c'est-à-dire en descendant de l'État vers l'école. Surtout ici en Algérie, c'est l'État qui décide
Puis c'est l'école qui va subir la réforme. Va subir la réforme. Alors que normalement, les syndicats, ceux qui sont les représentants, les syndicats de l'imam Cheikh Moufed, d'accord? Donc, le syndicat, normalement, devrait non seulement se préoccuper du statut social de l'enseignant, mais aussi du statut social de l'enseigné. Pas que l'enseignant, c'est-à-dire pas que la paye, logement de fonction, grade, etc. C'est-à-dire le statut financier de l'enseignant. Ça, c'est important, c'est très important. Mais aussi, il y a aussi le statut social, le statut pédagogique de l'enseigné. Le volume des programmes, le volume des manuels, le contenu des manuels, tout ça, c'est très important par rapport à la réforme sociale de l'éducation, c'est-à-dire, normalement, ça devrait aller en top-up, pas en top-down, c'est-à-dire, non pas en descendant, mais en remontant vers l'État. C'est le syndicat qui devrait, mais en tant qu'observation, sur le plan de l'observation, nous remarquons que ça se fait en descendant, toujours, en top-down. C'est-à-dire, c'est l'État qui décide, puis c'est l'école qui subit. Dans les concepts clés que Agnès Van Zanten érige pour cette sociologie de l'action publique, vous avez les arènes décisionnelles. Les arènes décisionnelles. Là où se fait la décision. Une arène. Une arène. Un ring. Vous connaissez le ring? Ou la cage, MMA, une arène, d'accord? Une arène, les arènes décisionnelles. Là où, parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que les actionnaires, ou les acteurs des réformes sont l'État, le syndicat. Et l'État et les syndicats sont dans une logique de conflit. C'est la logique, c'est la nature. Sont dans une logique de conflit. Donc c'est une arène. L'État va décider des réformes, le syndicat ne va pas être d'accord, il va négocier et enfin nous allons sortir à travers l'avis des experts, de l'université et parfois de l'organisation des parents d'élèves, etc., d'autres acteurs, via d'autres acteurs sociaux, nous allons sortir par une réforme. Donc ça se crée, la réforme, ça se crée dans le conflit. C'est pour ça qu'on appelle ça une arène décisionnelle. Une arène décisionnelle, c'est-à-dire là où il y a le débat, les lieux de débat. Vous avez les instruments d'action publique, l'évaluation. Comment évaluer l'élève? Instrument d'action publique. Comment nous allons appliquer cette réforme? Nous allons sortir par une réforme. La réforme, elle sort avec des objectifs. Nous allons voir des exemples par la suite pour que vous compreniez mieux. Normalement, vous avez une idée sur les réformes qui se sont appliquées par rapport à la langue française en tant que langue étrangère depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, nous allons traiter essentiellement le statut de la langue française, le FLE. D'accord? Vous avez les instruments d'action. Comment nous allons appliquer cette réforme? Les évaluations, les curricula, les programmes, les financements. Nous allons allouer combien à cette réforme? Le budget. D'accord? Les mises en œuvre, les écarts entre le prescrit et le réel. C'est-à-dire, nous allons appliquer cette réforme. Par exemple, à titre d'exemple, nous avons la réforme de 2006. L'application de l'approche par les compétences. L'approche par les compétences était une approche en vogue à l'époque. On a ramené l'approche par les compétences, on a voulu l'appliquer en Algérie et c'était apparemment une approche très, entre guillemets, prometteuse. Finalement, l'appliquer sur le terrain ne fut pas vraiment
le résultat qu'on espérait. Donc, il y a entre le prescrit et le réel un vrai écart. Entre le prescrit et le réel, il y a un vrai écart. Donc, maintenant, nous allons faire un petit historique des réformes algériennes par rapport aux périodes, par rapport, bien sûr, aux français et langue étrangère. Bien sûr, avant 1962, le français avait plusieurs... Avant 1962, depuis 1830, le français avait plusieurs statuts pour le colonisateur. D'abord, c'était de 1832 à 1870, je crois. C'était la langue de l'administration, de l'armée et des écoles. Jusqu'en 1870, de 1832 à 1800, la colonisation était en 1830. De 1832 à 1870, qu'est-ce qui s'est passé en 1870? La France, le colonisateur, al-Musta'mir al-Faransi, qu'est-ce qu'il a décidé en 1870? Ici en Algérie, il a émis un décret par rapport à une tranche du peuple algérien. 1870. C'est le décret Crémieux, je vais ouvrir une parenthèse, comme un petit cours d'histoire. 1870. C'est le décret Crémieux? Jamais entendu parler. تعرفوا Éric Zemmour? Non. والله لكم هانين انتم. هانين. Vous n'avez jamais, par exemple, entendu parler dans les personnalités, les figures emblématiques, les figures médiatiques, on ne va pas dire emblématiques, médiatiques en France, des noms qui vous semblent être algériens, arabes, qui m'a Éric Zemmour, par exemple, Zemmour. Jordan Bardella. زيد الآخر. عطال. ماشي عطال joueur اللي كان كيقولوا له اللي كان بريمي مينيستر فرنسي. عطال. Ce sont d'origine algérienne. Ce sont des gens d'origine, des personnes d'origine algérienne. En 1870, le décret Crémieux a donné la nationalité française aux Juifs algériens. Les Juifs algériens ont été décrétés comme étant des Français de nationalité française par le décret Crémieux. La parenthèse ou le court terme? D'accord? Pourquoi, à votre avis? Parce que l'Algérie n'était pas un protectorat. L'Algérie, bien sûr, après 1870, ça s'est passé, mais l'Algérie était considérée par la France comme un département français. Et non pas... Parce que la différence entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, c'est que l'Algérie a été colonisée. La Tunisie et le Maroc ont été mis sous protectorat, l'himaya, c'est-à-dire c'est le pouvoir au Maroc qui a demandé à la France de venir le protéger de qui? De son peuple. Le Malik Gaël, la France, venez me protéger de mon peuple. De son peuple, oui, parce que le peuple se révoltait. Le peuple se révoltait contre le roi. Donc, El Malik, il a demandé à la France de venir le protéger de son peuple. Donc, les baratins, on s'est libéré, les Marocains, le Maroc, on s'est libéré de la France. Ils ne se sont pas libérés, ils ont arrêté le protectorat. Un contrat, le contrat. Alors qu'ici en Algérie, c'était une colonisation. L'Algérie était considérée comme un département français. Donc, si on n'a pas pris les armes, on n'aurait jamais pu se libérer. On ferme la parenthèse on ouvre le court terme. Donc, اقعد معايا هنا.
Donc, les réformes algériennes de 1962, après l'indépendance, à 1978, il y avait une politique comment en Algérie? De 1962 à 1978. La politique, non pas la politique éducative, la politique de l'État. C'était une politique comment? Socialiste. C'était le socialisme. Socialisme. Depuis 1962, le français avait le statut de langue étrangère. De 1962 à 1973, il avait le statut de première langue étrangère. Ok, quand je ose la voix, c'est-à-dire que tu me déranges, tu dois t'arrêter, mon ami. Donc, de 1962 à 1973, le français avait le statut de première langue étrangère. Après 1973, il a le statut de langue, ou depuis 1962, il a le statut de langue étrangère. Mais le statut de première, deuxième langue étrangère, fini. Il a le statut de langue étrangère. Le français a le statut de langue étrangère, au même titre que le chinois, au même titre que le mandarin, au même titre que l'espagnol, au même titre que l'hébreu. D'accord? C'est langue étrangère, c'est une langue étrangère. D'accord. De 1979 à 1992, il y avait la crise économique parce que nous étions rattachés, liés par des liens économiques à qui? Au camp de l'Est, à l'ex-URSS, l'actuelle Russie. Ce n'est pas vraiment l'actuelle Russie, mais le noyau était la Russie. Le noyau de ce camp était la Russie. L'ex-URSS a chuté en 1900. Je vais me retrouver à faire des cours d'histoire dans ce cours de sociologie de l'éducation. En 1980, le camp de l'Est, le camp socialiste, a chuté en quelle année, les amis? 1989. Je sais que vous n'étiez pas encore nés. Je doute même que vos pères auraient épousé vos mères en 1989. 1900, comme les dinosaures. Non, 1989, c'était 1989, c'est-à-dire c'était, mis à part quelques aspects technologiques, nous étions des gens civilisés. D'accord? 1989, la chute du mur de Berlin. C'est même la chute du mur de Berlin. Oui. La chute du mur. Après la chute du mur, il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Après la Deuxième Guerre mondiale, je vais faire un petit cours sommaire d'histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, la Russie, l'ex-URSS, l'actuelle Russie, le noyau, donc c'est l'actuelle Russie. Donc, le camp de l'Est a partagé l'Europe avec le camp occidental. D'accord? Le camp de l'Ouest. Camp capitaliste, camp socialiste. Donc, ils ont partagé l'Europe en deux. La Russie a eu l'Europe de l'Est, c'est-à-dire de la Pologne, Tchécoslovaquie, l'acte tchèque et la Slovaquie actuelle, Bosnie, Moldavie, Roumanie, Ukraine. Donc tout ça, ça appartenait à l'Europe de l'Est. L'Allemagne était le centre. Donc l'Allemagne qui était le centre du problème, parce que, comme par hasard, Hitler était allemand. Hein? Ou peut-être autrichien. Donc, là, le camp de l'Est a partagé l'Europe avec le camp de l'Ouest. Donc, l'Allemagne en était le centre. Là, l'URSS a pris l'Allemagne de l'Est et
le camp de l'Ouest, l'Amérique, les États-Unis, a pris l'Allemagne de l'Ouest. Il y avait comme par hasard un mur. On a bâti un mur pour pouvoir partager, mur qui tranchait Berlin en deux. On l'appelait le mur de Berlin. Le mur de Berlin. Ah. Donc après la chute, la Russie a reculé, le camp, l'URSS s'est retrouvé, il y a eu après un mouvement d'indépendance des États soviétiques, donc Pologne, Ukraine, Kazakhstan, etc. Et la Russie a gardé un petit bout là, à côté de l'Allemagne, qu'on appelle Kaliningrad. Ah, avec la chute du mur, les politiques des pays qui s'affiliaient à ce camp de l'Est s'est retrouvés dans le devoir de changer. Donc il y avait eu une crise politique. L'Algérie jusqu'à maintenant appartient historiquement à ce camp de l'Est. L'Algérie d'où achète-t-elle ses armes? من عند من؟ عند روسيا برك. ما عندناش رصاصه كيقولها في الارميه الجزائريه، ما عند لو كون كيقولها de l'Ouest pardon. ما نشربوش رصاص على الامريكان. Donc on appartient historiquement à ce camp de l'Est. On est considéré comme appartenant à ce camp de l'Est. Mais l'Algérie arrive cependant à garder cette neutralité diplomatique. Ah, donc dans cette période de 1979 à 1992, l'Algérie a connu quoi? A connu une crise économique, parce que le camp à qui elle appartenait a chuté. Donc une crise économique, un devoir de s'ouvrir sur l'Ouest. Donc on a commencé à introduire les langues étrangères, plus dans l'enseignement, y compris quelle langue? Le français a existé depuis 1962. L'anglais. On a commencé de 1978 à 1992, on a commencé à plus introduire l'anglais. D'ailleurs, il y a eu même un projet pilote d'introduire l'anglais au primaire, avant 2020. Il y a eu des projets pilotes d'introduire l'anglais au primaire, mais ça a échoué. De 1992 à 1999, il y a eu vraiment, c'était une crise politique, ou la crise avec la décennie noire, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup de réformes. Il n'y avait pas de réformes, si beaucoup de réformes. Il n'y avait pas sauf peut-être la réforme de 1994, c'est-à-dire le retour au fondamental. D'accord? Parce que, le primaire, le primaire, puis le moyen, puis quoi? Puis le secondaire. Ce n'est pas une réforme que par rapport aux Français, mais non pas en 1994, pardon, 1980 ou 1981, je me rappelle pas. On est revenu au système fondamental que certains d'entre vous auraient peut-être pu connaître. Certains d'entre vous, les années 2000 mais afouche. Peut-être 2000 mais afouche. Non, les années 2000 mais afouche. D'accord? Donc après on est revenu au fondamental, c'est-à-dire de la première année primaire jusqu'à la 9e année de ce qu'on appelle maintenant le moyen, était un seul palier qu'on appelait le fondamental, le SSI, qui dit le ta'lim le SSI, de la première année jusqu'à 9e année. D'accord? بعد كانوا يفوتوا كانوا 6 ans en primaire. دائما يسموها 6 ans du fondamental، 6 سنين تاع التعليم الاساسي، وعاود 3 سنين واحده اخرى تاع التعليم الاساسي، 9 ans. D'accord? ومن بعد on pouvait avoir le brevet des études fondamentales, BEF.
ماشي كيما نهضروا في BEM. Donc on a le brevet des études moyennes. D'accord? Maintenant le brevet des études fondamentales. C'est la seule réforme qu'il y a eu depuis 1978 jusqu'à 2000. En 2001-2010, nous sommes revenus vers le système qu'on avait adopté, mais avec durant les années 60-70, c'est-à-dire primaire, moyen, secondaire. Mais maintenant avec un programme de soutien à l'école algérienne, c'est-à-dire dans tout ça, le français est considéré comme langue étrangère. Français, langue étrangère. De 2011 à 2019, il y a eu la réforme circulaire de 2008 à 2015, ce qu'on appelait l'approche par les compétences. L'approche par les compétences, on a voulu appliquer l'approche par les compétences au système éducatif algérien, mais le premier obstacle à quoi se heurtait cette approche par compétences, c'était les effectifs. Le premier critère pour qu'une approche par les compétences réussisse, c'est que l'effectif soit un effectif réduit. Alors que dans une classe de 30 à 40 élèves, ce n'est pas du tout réalisable. D'accord? Donc, en 2020, nous avons la loi sur l'école qui a été appliquée sur 2020 et le point le plus important de cette réforme, c'est qu'on a réduit le volume horaire du français. On a introduit l'anglais au primaire et on a réduit le volume horaire alloué au français, à la langue française dans l'enseignement. On a réduit le volume horaire. Donc, nous allons nous focaliser maintenant sur la langue française dans les réformes. De 1962 à 1970, la langue française est une langue a le statut, même si ce n'est pas un statut officiel, mais a le statut de première langue étrangère. La preuve que c'est une langue qui est apprise dès le primaire, dès la 4e année primaire. Dans l'enseignement fondamental, c'était la 4e année. Donc, dès la 4e année primaire, on commence l'enseignement de la langue française. C'était considéré et ça reste avec vous jusqu'au bac. Jusqu'au bac. Donc, le volume horaire alloué à la langue française, consacré à la langue française, était plus important que celui consacré à la langue anglaise. Le français avait dans certaines spécialités un coefficient plus important, notamment le moyen et le secondaire pour certaines filières scientifiques. De 1990 à 2000, en 1991, il y a eu ce qu'on appelle la loi de la généralisation de la langue arabe. D'accord? La loi de la généralisation de la langue arabe. La loi de la généralisation de la langue arabe s'est heurtée à certaines manifestations, à un certain refus, on va dire, politique et non pas social, parce que pour la société algérienne, pour le peuple algérien, parce que l'arabisation n'est pas une volonté que politique, c'est une volonté populaire. N'est-ce pas? Est-ce que si vous allez, par exemple, si vous allez faire le règlement pour votre, par exemple, pour, on va dire, un commerce, vous allez faire un commerce, et que dans votre commerce, vous allez appliquer un règlement, commerce, restaurant, ou une shop, une échoppe. D'accord? Vous allez appliquer un règlement. Le règlement doit être compris par vos clients. Restaurant, n'importe quoi, n'importe quel commerce. Ici à Abbas. Et vous voulez appliquer un règlement que vous souhaitez que votre clientèle respecte. Vous allez l'afficher dans votre commerce.
vous allez l'écrire en quelle langue? arabe. Vous n'allez pas l'écrire en français. Non, oui. Vous voulez que votre clientèle comprenne votre règlement. Vous allez l'écrire en arabe. Donc l'arabe, c'est une langue populaire. Ce n'est pas seulement une volonté politique, c'est une volonté populaire. شعبية. أي واحد أي شعبي قاري ماشي قاري ولا c'est-à-dire il va comprendre قاري كي نقولوا قاري c'est-à-dire il n'est pas un analphabète, il n'est pas illettré. Quelqu'un qui maîtrise le seuil de l'enseignement, qui a le minimum d'enseignement, va mieux comprendre l'arabe que n'importe quelle langue. Donc, même la langue française qui est, on va dire, à un deuxième degré plus comprise, plus abordable que l'arabe. Pas plus abordable, plus abordable que n'importe quelle autre langue étrangère. Même si vous utilisez le français. La majorité de votre, on va pas dire la majorité, on va dire plus que la moitié de votre clientèle ne va pas comprendre votre règlement. Donc, c'est une volonté populaire, non pas seulement politique. Donc, de 2000 à 2010, vous avez des réformes qui sont selon une pragmatique mondialiste, parce que 2010, l'Algérie, de 2000 à 2010, il y a l'ouverture économique de l'Algérie vers d'autres univers, on va dire, que l'univers francophone, parce que de 1962 jusqu'à, on va dire, 1990-95, nous n'avions de relations économiques exclusivement qu'avec l'univers francophone, la France. Après l'arrivée de M. Bouteflika, Allah yarhamah, nous nous sommes ouverts sur plusieurs autres univers, y compris l'univers anglophone. D'accord? Avec l'arrivée de l'ère de M. Tebboune, nous sommes dans une ère encore plus ouverte sur d'autres univers économiques que la France. Vous avez l'Italie, vous avez l'Espagne, vous avez l'Allemagne, surtout l'Allemagne depuis l'ère de M. Bouteflika. Nous sommes ouverts sur plusieurs univers économiques autres que l'univers francophone. Donc nous avons besoin d'avoir dans notre système éducatif autre langue que la langue française. Donc la langue française étant à moindre degré considérée comme une priorité. Cependant, elle garde son importance du moment que nous avons toujours des liens avec le monde francophone, y compris quand on dit le monde francophone, y compris le monde africain. Oui. D'accord? Donc, 2020, nous avons la loi sur l'école, le français étant considéré comme une langue étrangère à deuxième degré, même si ce n'est pas forcément formulé, mais on a réduit le volume horaire de la langue française dans les programmes. Donc, les acteurs impliqués ici, vous avez bien sûr l'État, le ministère de l'Éducation, le Haut Conseil du ministère de l'État, vous avez les syndicats, vous avez les experts de l'université, les experts internationaux, mais vous avez aussi l'économie qui entre ici comme un acteur principal, l'économie. Donc, tension et paradoxe. Donc, entre la volonté politique et populaire de l'arabisation et la nécessité économique du français. Donc, durant les années 1962 à 1990, il y avait une nécessité économique parce que nous avons dit que nous avions une exclusivité de l'État français dans les affaires économiques. Pour conclure, ya jama'a,
Donc les politiques éducatives sont des constructions sociales conflictuelles. Il y a toujours des conflits dans les politiques sociales et de l'éducation. Donc il y a toujours des conflits, il y a toujours des changements, il y a toujours des volontés hétérogènes. En Algérie, vous avez trois logiques qui s'affrontent. Vous avez la logique de l'arabisation qui est une logique politique, mais aussi populaire. Non, ce n'est pas que politique, c'est politique et populaire, c'est la volonté du peuple. Le peuple ne comprend exclusivement que l'arabe. Il n'y a qu'une infime parcelle du peuple qu'on va appeler les intellectuels entre guillemets, qui va comprendre le français et l'anglais. Le français et à moindre degré l'anglais, bien sûr. Vous avez la pragmatique économique qui impose l'utilisation de l'anglais ici, plutôt que le français, avec cette ère de la mondialisation. Vous avez les normes internationales, c'est-à-dire on oblige à utiliser certaines langues sur certains produits, donc on a besoin d'utiliser certaines langues que d'autres dans l'enseignement. On ne va pas apprendre le chinois au primaire, parce que sous le prétexte que le mandarin, par exemple, les Chinois sont la deuxième économie du monde, n'est-ce pas? La pragmatique oblige que le chinois, même le chinois, il communique, il peut communiquer avec l'anglais. Donc, du moment que vous avez une langue véhiculaire qui peut, est abordable et qui appartient à votre univers, entre guillemets, linguistique ou sociolinguistique, une langue anglo-saxonne qui appartient à la sphère latine, dans ce contexte, la sphère méditerranéenne, vous pouvez plus aborder en tant qu'élève, en tant qu'enseignant, l'anglais que le mandarin. Donc, vous avez aussi les enseignants de français. Les enseignants de français, bien sûr, sont au cœur de cette notion, mais n'ayez crainte, vous resterez toujours des enseignants de français et vous aurez toujours votre place dans l'école algérienne du moment que nous avons des liens historiques avec le monde francophone, mais aussi géographiques, sociaux, et quand je dis géographique, ce n'est pas qu'avec la France, c'est aussi avec l'Afrique subsaharienne qui adopte le français comme langue véhiculaire. D'accord? Donc, des postes d'enseignants de français, où vous allez enseigner encore le français, n'ayez crainte. Donc, Monsieur, vous nous avez donné une réponse pour les rageux, parce que on a beaucoup qui n'arrivent pas. Non, pour nous, le français, c'est une langue étrangère. D'un point de vue politique, social, c'est une langue étrangère. D'un point de vue pragmatique, en tant qu'enseignant de français, d'un point de vue pragmatique, purement pragmatique, c'est un gagne-pain. Pragmatique, ni plus ni moins. C'est-à-dire, ce n'est pas une langue nationale, ce n'est pas une langue à qui on a des liens, on va dire, émotionnels, affectifs. C'est une langue comme d'autres. C'est comme quelqu'un qui préfère apprendre l'espagnol ou préfère apprendre l'allemand. C'est une langue étrangère, ni plus ni moins. D'accord. Mais sur le plan pragmatique, c'est-à-dire pour ceux qui s'inquiètent, pour ceux qui ont fait master français et qui s'inquiètent après avoir vu les réformes de 2020, la réduction du volume horaire, n'ayez crainte. L'État ouvre toujours des postes de recrutement de langue française dans les écoles et ouvre toujours des postes de formation dans les écoles nationales pour enseigner la langue française. Donc la langue française, elle reste comme la langue russe, reste comme la langue allemande, reste. Elle fait partie du paysage linguistique algérien
du moment que nous avons des liens avec la France, comme nous avons des liens avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec la Russie. Ça fait partie du paysage linguistique académique algérien. Des questions? Je laisse les questions. Donc, sur ce, on va enclencher notre séance TD et vous allez vous mettre en groupe, bien sûr, j'espère que vous avez pris des notes, et vous allez me développer une réflexion sur les points suivants. Écrivez. Quels sont... Donc, vous allez faire une petite dissertation. Quels acteurs ont pu influencer les réformes algériennes? Quels acteurs au pluriel ont pu influencer les réformes algériennes à travers son histoire indépendante, c'est-à-dire depuis 1962 jusqu'à nos jours? L'Algérie indépendante. Les réformes algériennes de l'Algérie indépendante. Les réformes algériennes de l'Algérie indépendante. Réformes éducatives, bien sûr. Quelles seraient les conséquences sur... Quelles seraient les conséquences sur l'enseignement du FLE? Quelles seraient les conséquences sur l'enseignement du FLE? Quelles au pluriel, seraient les conséquences sur l'enseignement du FLE, français langue étrangère? Troisième question, comment un enseignant pourrait-il traduire ces réformes localement? Localement, c'est-à-dire dans son univers. Donc, en tant qu'enseignant de langue française, tu te retrouves avec un volume réduit de langue française avec les réformes de 2020, français et langue étrangère en 1973, tu te retrouves avec le français, première langue étrangère en 1962, de 1962 à 1973, tu vas me donner ton comportement avec chaque réforme. Qu'est-ce que tu adopterais comme réforme, comme comportement, localement, dans ta classe, par rapport à chaque réforme? C'est-à-dire, le but de cette activité, l'objectif de cette activité, c'est que dans votre parcours, Inch'Allah, d'enseignant, vous allez encore subir d'autres réformes. Mais votre but d'enseignant ne doit pas changer. Vous devez vous adapter aux réformes. D'accord? Si vous avez un volume horaire de 5 heures ou un volume horaire de 3 heures, vous aurez les mêmes objectifs par rapport à votre enseignement de langue française. Je veux savoir votre réflexion. Comment allez-vous vous adapter à chaque réforme selon les réformes qu'on a vues, de 1962 à 1973, première langue étrangère, 1973 à 1990, le français langue étrangère, absolument, de 1990 à 2000, vous avez de 1984 à 2000, vous avez le retour de l'enseignement fondamental ou l'instauration de l'enseignement fondamental. De 2008